Bonsoir Monsieur Malavieille. Bonsoir Monsieur Samary. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard ce lundi. On est ravis de vous accueillir. En plus, c'est la première fois, je crois. C'est la première fois et ça me fait très plaisir que vous m'ayez invité. Je vous remercie. À mes côtés, Coralie Mollaret pour vous interroger. Je vais d'ailleurs lui donner tout de suite la parole puisque c'est elle qui va vous poser la première question. Bonsoir Monsieur Malavieille. Bonsoir Madame Morali. On va démarrer par deux photos. Celle d'abord de la salle de spectacle Paloma occupée par des intermittents du spectacle. Et puis on a aussi le cratère d'Alès. Vous, en tant que vice-président de la culture au département, quel regard portez-vous sur ces mobilisations ? Écoutez, je porte un regard bienveillant parce que je considère qu'effectivement, dans le pays, on a besoin d'avoir des mesures qui soient prises. Alors c'est difficile, il ne s'agit pas de dire que c'est tout noir ou tout blanc, mais avec la présidente du département, Françoise Laurent-Périgot, nous avons interpellé Madame Bachelot pour qu'effectivement on réfléchisse à des formats adaptés, à des demi-mesures qui permettraient peut-être de réouvrir des musées, de réouvrir des salles de spectacle avec des jauges adaptées. Mais aujourd'hui, on voit bien que le monde de la culture, malheureusement, n'est pas suffisamment écouté. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement si on réouvre le cratère ? Comment ça se passe ? Il y aurait un nombre de personnes limité ? Absolument, on doit pouvoir avoir des jauges adaptées et surtout réfléchir à de nouveaux formats. Les artistes sont capables de se réinventer. Alors il peut se faire des choses à l'extérieur, il peut se faire des choses à l'intérieur, mais il faut qu'on donne de la visibilité. Alors c'est très compliqué. Aujourd'hui, le département, on sait que c'est compliqué avec le Covid. Il y a des périodes de reconfinement à Paris, en région parisienne, etc. Oui. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les artistes, alors bien sûr, il y a des prises en charge financières. Il faut voir après dans le détail ce que ça peut donner. Mais ce n'est pas qu'une affaire financière. Il y a aussi aujourd'hui une affaire de psychologie, à la fois pour les artistes, mais aussi pour les publics. Ce qui semble étonnant, en réalité, c'est que les mesures effectivement restrictives pour le monde de la culture peuvent paraître étonnantes parce que finalement, les spectateurs sont assis. On peut mettre un siège sur deux. Ils sont masqués. Qu'est-ce qui, fondamentalement, selon vous, pose problème et pourquoi le gouvernement, aujourd'hui, ne permet pas ces réouvertures ? Je crois qu'il y a aussi la volonté peut-être de limiter les flux, les sorties de la population, etc. Mais il me semble qu'au bout de tant de semaines, de tant de mois, où on rit moins, où on chante moins, où on danse moins, où on voit moins de films au cinéma, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Et ça, c'est très important. Et si vous permettez, la crise sanitaire montre une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes mécontents d'être privés de culture. Je veux quand même dire ici qu'il y a des gens, toute l'année, Covid ou pas Covid, qui sont privés de l'accès à la culture. Ça doit nous faire réfléchir. D'ailleurs, au département, peut-être Coralie, oui. Un mot sur le budget de la culture. Transition toute faite pour votre budget 2020 qui a été augmenté de 500 000 euros. Vous avez un budget de 2,4 millions d'euros. Alors qu'est-ce que vous avez fait en 2020 avec cet argent ? Écoutez, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a maintenu tous les engagements que nous avions pris dans le cadre de l'écriture du schéma départemental de la culture que nous avons coécrit avec les acteurs culturels. Donc ça, c'est vraiment un point important. On n'a pas sorti du chapeau toute une série de mesures, on les a travaillées avec les acteurs culturels et c'est très important et en relation avec la DRAC, avec les agglos, avec la région, etc. Et donc nous avons permis de maintenir, j'allais dire, les participations du département, que ce soit sur les festivals, que ce soit sur les aides à la création et puis surtout quelque chose de très important, c'est l'éducation artistique. Nous avons maintenu 300 000 euros dans l'ensemble des collèges publics et privés du département pour des résidences d'artistes et pour des parcours artistiques. Si on veut demain que les adultes poussent la porte d'un théâtre, poussent la porte d'une médiathèque ou d'un musée, il faut de la médiation et de l'éducation artistique. Ça fait partie, comme vous dites, de l'éducation, d'autant que le conseil départemental, la culture n'est pas une compétence obligatoire, c'est facultatif. Alors, la grande question de la culture, c'est que ce n'est pas une compétence obligatoire, c'est une compétence partagée. Donc tout le monde peut en faire. Mais souvent, la culture peut jouer le rôle de variable d'ajustement. Ah oui. Et ça, c'est très dangereux. Ça a été le cas, d'ailleurs, en 2015, ça a été le cas, et donc il a fallu y revenir, et c'est la raison pour laquelle je tiens à remercier d'ailleurs et Denis Boide et Françoise Laurent-Périgot d'avoir tenu compte des propositions que j'avais formulées, à savoir, pas question de faire des économies en période de crise sanitaire sur la culture. Y compris sur le budget 2021 ? Y compris sur le budget 2021. Le budget 2021 est à l'identique, et nous allons pouvoir continuer à émarger un certain nombre
nombre de projets dans le cadre de notre schéma départemental. Alors, vous l'avez déjà évoqué, vous nous avez dit que le gros chantier de cette mandature serait le financement des écoles de musique. Qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ? Alors, sur les écoles de musique, nous allons, dans la future mandature, alors bon, bien évidemment, cela ne vous a pas échappé, il y a des échéances électorales. On va en parler. Mais quelles que soient les personnes qui seront à la tête du département, il faudra réécrire le schéma des apprentissages musicaux. C'est important, il date, il est ancien, il faut le reprendre. On a besoin de professionnalisation et on a besoin de mutualisation. Nous avons dans le département plusieurs types d'écoles de musique. Vous avez les conservatoires, vous avez des écoles de musique qui sont portées par des agglomérations, et puis vous avez des écoles de musique associatives. On a besoin de professionnaliser, pourquoi ? Pas pour mettre les bénévoles à la porte, ils sont très importants et ils jouent un rôle important, mais nous avons besoin là aussi de professionnaliser et d'améliorer les compétences avec une montée en gamme des professeurs de musique. On y travaille. Et puis surtout, là aussi, il faut élargir les publics. Il faut aller chercher les élèves, aller chercher les enfants. Mais ça a un coût ? Ça a un coût. Si on professionnalise tous ces acteurs, est-ce que ça va pas se retrouver sur l'adhésion annuelle peut-être ? Et c'est la raison pour laquelle je crois que dans le cadre de ce futur schéma de l'enseignement musical, il faudra que le département fasse un effort spécifique en direction des écoles de musique. C'est très important. Il y a encore trop d'enfants dans le Gard qui malheureusement n'ont jamais fait la connaissance d'un seul instrument. Ça pourrait se faire en coopération avec les communes ? Bien sûr, ça doit se faire en coopération avec les communes et avec les intercommunalités. Alors nous commençons à y travailler, nous avons eu des rapprochements dans certains secteurs du département. Les gens ont appris à travailler ensemble. Il nous faut aller au-delà, il nous faut sécuriser, j'allais dire, tous ces emplois de professionnels, de musiciens, de professeurs de musique qui sont essentiels au développement de l'activité musicale dans le département. On dit un mot sur le pont du Gard, puisque vous êtes président du site. La crise sanitaire, bien évidemment, a impacté très lourdement le taux de fréquentation du pont du Gard. Quid de cette année ? Comment ça va se passer, la saison touristique ? Alors 2020 a été une année, nous avons fini dans les clous malgré les difficultés puisque nous avons équilibré les comptes. Nous sommes en train de réfléchir avec le directeur de l'EPCC, Sébastien Arnaud, et l'ensemble du conseil d'administration dans un cadre vraiment ouvert parce qu'il y a des solutions à trouver ensemble. Nous sommes en train de réfléchir sur le futur modèle économique du pont du Gard. On en a besoin. Donc bien évidemment aujourd'hui le pont du Gard est encore fermé. Nous avons les personnels qui sont donc en chômage technique, qui est pris en charge par l'État, partiellement, mais il nous apparaît important, là aussi, de prévoir l'avenir. Et l'avenir du pont du Gard, c'est à travers deux axes qui me paraissent importants, et là aussi, qui que ce soit qui soit aux commandes, il faudra revenir à l'essentiel, et l'essentiel pour le Gard, pour le pont du Gard, c'est la nature et la culture. Ce sont les deux éléments, finalement, qui nous font avoir le grand label de l'UNESCO. Et donc, il faut, autour de ces valeurs fortes de la nature et de la culture, remettre le pont du Gard au cœur de notre action et surtout le remettre au cœur des Gardois. Mais surtout qu'on est sur un site qui est en plein air et qui pourrait plus facilement, probablement, accueillir des Gardois et des touristes. Bien sûr, et nous avons d'ailleurs multiplié les conventions. Je rappelle que nous venons de décider la gratuité pour tous les étudiants de France, pour qu'ils viennent au pont du Gard. Nous avons une convention avec le rectorat de l'Académie de Montpellier-Toulouse pour la gratuité pour tous les scolaires. Je crois que là aussi, il nous faut bien évidemment travailler avec les services de l'État, c'est ce que nous faisons, et je veux d'ailleurs rendre hommage aux services de l'État sur la question de la protection et de la restauration du monument, et en même temps, il faut créer les conditions de l'ouvrir, à la fois sur ces aspects de nature, de culture et de patrimoine. Ça, c'est vraiment votre patte, puisque vous avez supprimé le festival Live au Pont, qui était en déficit de 400 000 €. Vous avez vraiment eu cette volonté de l'ouvrir aux jeunes. D'ailleurs, je crois que c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Et pour les étudiants également. Et là, du coup, pour les étudiants. Juste revenir sur cette baisse de fréquentation. Alors, c'est 50%, je crois, en 2020. Le conseil départemental devait baisser cette subvention de 500 000 €. Ça n'a pas été le cas. Mais très concrètement, pour 2021, là, on est toujours dans la crise sanitaire. Je ne sais pas si des touristes américains vont pouvoir venir cet été. Comment vous envisagez cette année-là et est-ce que ça a un impact sur votre budget ? Mais écoutez, bien sûr que ça a un impact sur le budget. Donc on fait aussi des économies. On est amené, si vous voulez, le budget de l'EPCC du Pont du Gard, c'est à peu près 10 millions d'euros. Il y a un chiffre d'affaires donc qui est important, avec des recettes et des dépenses. Donc nous avons eu moins de recettes, mais nous avons eu moins de dépenses. Et donc pour 2021, nous sommes en train de monter un budget vérité, avec la participation du département et de la
la région au même niveau que nous les avions les années précédentes. Mais par contre, j'ai demandé au directeur de réfléchir à une proposition, à une offre culturelle à la rentrée de septembre. Alors peut-être pas pour les journées du patrimoine, parce que bon an mal an, ça se passe très bien, mais voilà, de mettre le paquet sur la culture, et on est en train de réfléchir à... Ça veut dire que cet été, il ne se passera rien au Pont du Gard ? Cet été, il se passera de petites choses, mais avec une voilure, j'allais dire, plus restreinte. Mais les spectacles d'images sur le pont, alors les spectacles d'images, en début de soirée, ça peut fonctionner, mais par exemple, là, vous voyez, le rendez-vous avec Pâques et Garrigan-Fête, on ne peut pas le tenir. Bien sûr. On va voir comment la crise sanitaire évolue, parce que de signer des contrats, de prendre des engagements, c'est aussi de l'argent. Et donc, il faut vraiment que nous soyons très attentifs à ça. Mais on peut penser à la rentrée de septembre, une belle rentrée culturelle au Pont du Gard. Allez, on parle de politique, Coralie. On dit un mot sur les prochaines échéances. Et oui, monsieur Malavieille, la grande question, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir si oui ou non vous serez candidat sur le canton de la Grand-Combe ? Oui, je serai candidat sur le canton de la Grand-Combe avec ma collègue Isabelle Fardeau-Jouve. Nous allons donc essayer de reprendre la main sur ce canton que nous avons ensemble depuis 2015. Vous avez été élu, vous, quand, sur ce canton, la première fois ? Alors moi, j'ai été élu sur le canton de la Grand-Combe au mois d'octobre, le 2 octobre 1988. Bon, c'est une date qui marque, puisque c'était le jour des inondations à Nîmes. Et à la Grand-Combe, il pleuvait beaucoup, mais moins qu'à Nîmes. Et je me souviens que nous avions été convoqués d'urgence le 3, le lendemain, par le préfet et par le président du conseil général de l'époque, qui était Gilbert Baumet. Et donc, c'était ma première session dans le cadre des inondations. Pourquoi vous faites le choix du département plutôt que de la mairie, puisque vous avez exprimé le souhait de pouvoir passer la main à votre première adjointe, je crois, dans les prochaines années ? En 2022. Alors, si vous tenez votre Laurence promesse. Baldi est adjointe au maire en charge des finances, et effectivement, lorsque nous nous sommes présentés aux dernières élections municipales, nous avons pensé qu'il était souhaitable, utile, préférable de passer la main en cours de mandat pour qu'il y ait une période de tuilage. Moi, ça me paraît important, parce que quand on arrive directement sans avoir eu forcément une expérience d'élu, c'est parfois compliqué. Donc, si tout va bien et si tout se passe normalement, Laurence Baldi sera élue maire. Le choix du département plutôt que la mairie de la Grand-Combe ? Si vous voulez, j'ai d'abord été élu au conseil général et puis maire après. J'ai été élu maire en 1995, même si j'ai été élu conseiller municipal dès 1983, donc ça va bientôt faire 40 ans que je traîne mes guêtres à la mairie de la Grand-Combe. Oui, le choix du département, parce que je crois que on m'a un petit peu sollicité pour rester un petit peu plus. Mais est-ce que vous allez faire un mandat complet ou est-ce que vous allez céder la main aussi au conseil départemental en cours de mandat ? Les deux sont possibles, en général. Qui sera votre remplaçant ou remplaçante ? Pour l'instant, les choses ne sont pas arrêtées, mais il se peut qu'en cours de mandat, je sois amené à quitter mes fonctions et à être remplacé par le remplaçant. Il pourra avoir une forme de cohérence, comme vous, que la nouvelle maire de la Grand-Combe, qui vous remplacerait aussi à Alès Aglo, pourrait vous remplacer au conseil départemental ? Alors, non, parce qu'il faudrait qu'Isabelle Fardoujou n'est pas dans cette situation de départ. Ah oui, il faut des binômes. Donc il va falloir vous trouver un homme. Non, si jamais je devais quitter le département en cours de mandat, c'est le remplaçant masculin qui me remplacerait. Voilà. On dit souvent que vous êtes un communiste compatible, c'est-à-dire qu'au département, vous travaillez aisément avec les socialistes, et à l'agglomération d'Alès, carrément, vous travaillez parfaitement bien avec un républicain, Christophe Rivenc, qui est président d'Alès Agglomération. Est-ce que ça vous va quand on parle de communiste compatible ? Alors, compatible, c'est plutôt sympathique. Parfois, c'est moins sympathique. On peut dire que je suis un social-démocrate, etc. Bon, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. De votre propre camp. Voilà, non, mais je crois que, si vous voulez, moi, il y a longtemps que j'ai fait le choix de travailler pour le territoire. Donc, moi, je suis bien évidemment membre du Parti communiste français et je terminerai mes mandats électifs au Parti communiste français, il n'y a pas de problème. Ceci étant, ça ne m'empêche pas d'être très pragmatique, d'avoir des valeurs que je porte, et je crois que je les ai portées et que je les porte encore, et après de travailler pour le territoire. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, vous parliez de Christophe Rivenc, nous avons souhaité, au niveau de la mairie de la Grand-Combe, rejoindre l'agglomération d'Alès, parce que l'intérêt du territoire le prévoyait. Voilà. Alors, mais c'est pas plus difficile, par exemple, pour un Paul Planck, qui est dans l'opposition aujourd'hui d'Alès, et d'avoir un maire important sur le territoire du bassin d'Alès
qui est copain-copain avec Christophe Rivenc. Non, je ne suis pas copain-copain avec Christophe Rivenc. Il est président de l'Agglo et je suis un de ses vice-présidents. Bon, après, nous travaillons ensemble. Là, bien évidemment, sur la question des régionales, lui-même va soutenir M. Pradier, moi je soutiendrai Mme Delga. Bon, chacun reprend ses billes. Mais pour l'intérêt du territoire, nous travaillons. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est toujours très difficile d'être dans l'opposition, c'est évident. Et quel regard vous portez ? Mais si vous voulez, on ne peut pas transposer le débat municipal sur l'agglomération. Donc, le conseil municipal d'Alès a sa vie, l'agglomération a la sienne. Après, c'est vrai que c'est difficile. Moi-même, j'ai été dans l'opposition pendant un mandat à la mairie de la Grande-Combe. C'est pas toujours facile, c'est pas très agréable. Un mot d'actualité sur le territoire. Quel regard vous portez sur finalement cette deuxième prison du Gard qui va s'installer à Nîmes plutôt qu'à Alès ? C'est regret. Alors d'abord, je suis très content pour le Gard qu'on ait une deuxième prison, parce que bon, il faut quand même un peu élever le débat. J'ai entendu un certain nombre de choses, des fois c'était un peu mesquin, cette guéguerre nimalaise n'a pas de sens. Donc très bien pour le Gard. Après, je suis Cévenol, dommage pour Alès et pour le bassin d'Alès. Alors j'ai entendu les arguments de Françoise Dumas, que c'était plus commode pour les familles, pour se rendre, les familles des détenus, etc. Bon, si Françoise nous regarde, je lui dis, Françoise, c'est quand même pas le Grand Nord non plus, Alès. Hein. Il y a là 2 fois 2 voies, même si elle n'est pas finie. Bon, je le dis sur le ton de la badinerie. Mais qu'est-ce que vous lui dites à Christophe Rivenc ? Est-ce qu'il a échoué ? C'est un échec de Christophe Rivenc, pas cette du prison ? Tout. Je pense que c'est un échec. D'abord, c'est un succès pour Nîmes. Et puis c'est un échec pour le territoire, dans la mesure où il n'y a pas eu de consensus pour recevoir le... Moi, si j'avais pu la prendre à la Grande-Combe, je l'aurais pris. En parlant de la Grande-Combe, vous avez les PID. Oui, j'ai les PID. Est-ce qu'il va bien ouvrir... établissement public d'insertion vers l'emploi. Voilà, oui. C'est pour les jeunes qui arrivent c'est la seconde chance, l'école de la seconde chance. Est-ce que ça va ouvrir en novembre 2021 Oui, 54 emplois, 150 jeunes qui seront accueillis. Donc pour la prison, oui, c'est dommage. D'abord, il y a la question du tribunal aussi, qui est très important pour le bassin d'Alès. Donc voilà, bon, écoutez, c'est dans le Gard. On va pas faire une guerre entre Nîmes et Alès. Voilà. Merci, Monsieur Malavieille, d'avoir répondu à nos questions.